Hello les amis. Alors voilà les aléas du direct, hein. C'est notre première vidéo live sur Facebook, vous pouvez le voir. On a eu des problèmes de connexion et on est désolé. Donc j'introduisais Eve qui est formatrice en discipline positive et donc je lui posais la question de savoir mais qu'est-ce que c'est que la discipline positive exactement? La discipline positive, c'est une méthode éducative qui a été importée des États-Unis. Jane Nelson est la créatrice de la discipline positive. Et cette méthode éducative, qui est ni permissive ni punitive, permet en fait de poser un cadre à la fois ferme et à la fois bienveillant dans la maison. Ouhou, on va tout savoir. Donc je pense qu'effectivement tu es la professionnelle pour répondre à nos questions et nous apporter tous les petits conseils et les astuces qu'il nous faut, nous parents, pour réagir sereinement face aux émotions de nos enfants. On connaît tous les émotions débordantes qui sont la colère, la jalousie, les batailles, les disputes entre frères et sœurs, etc. Donc on a posé la question à notre communauté 0+0, donc je le rappelle, mais quand même plus de 38 000 fans, pour avoir tout simplement des questions plus concrètes sur comment avoir cette discipline, en tout cas appliquer cette discipline positive. Et la première question donc, qu'on a eue, c'était déjà de savoir si c'était normal que nos enfants aient ce type de réaction, ces émotions débordantes. Alors, je vous rassure tout de suite, chers parents, l'émotion c'est quelque chose d'universel. Qu'elle soit débordante ou pas d'ailleurs, n'importe quel enfant de l'autre côté de la planète peut tout à fait ressentir et exprimer ses émotions de manière violente pour les mêmes circonstances. Alors d'abord, ce qui est important à savoir, c'est qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est simplement une réaction organique qui est naturelle et qui va venir répondre à une situation précise. Par exemple, la colère, tu en parlais Sandrine. La colère, elle va venir peut-être pour marquer son territoire, pour rétablir une justice là où je me sens dans l'injustice, etc., etc. Et c'est normal qu'il ne la maîtrise pas toujours. Alors c'est normal parce qu'un enfant n'a pas les outils qu'un adulte a pour maîtriser ses émotions et encore moins ses frustrations. Les émotions violentes, en général, elles sont violentes parce qu'elles viennent exprimer un besoin qui n'a pas été satisfait. Et c'est en ça que je parle de frustration. D'accord. Un besoin qui n'est pas satisfait risque de générer une frustration chez l'enfant et donc de provoquer ce genre d'émotions débordantes, de colère et de laisser l'enfant être submergé par ses émotions. D'accord, donc il faut arrêter de frustrer nos enfants en fait, c'est un peu ça l'idée. Voilà, alors attention, toujours dans ce cadre ferme et bienveillant à la fois, ni permissif ni punitif. On essaye vraiment de trouver un juste milieu qui nous permette d'être ferme pour le respect du monde du parent, de l'adulte, et à la fois bienveillant pour le respect du monde de l'enfant. Oui, d'accord, je comprends. Il y a une question qui est posée. Comment gérer les frustrations, justement? La frustration. La frustration, alors, ça se pose justement à travers le besoin. Si on doit décoder en fait le besoin. Quel est le besoin que mon enfant est en train d'exprimer? Si je décode ce besoin et j'en comprends la nature, alors je vais pouvoir y répondre. Et si je peux y répondre, alors la frustration n'a pas lieu d'être et le comportement inapproprié avec. D'accord, ça paraît si simple comme ça, bon, c'est un peu plus compliqué. On va prendre un exemple concret qu'un parent nous a posé, qu'on connaît tous, je vous rassure. Mon enfant refuse les règles, c'est-à-dire qu'il refuse de se brosser les dents, de se coucher, il dit non à tout. Et il me fait des crises de nerfs, des fameuses crises de nerfs qu'on peut voir dans les magasins. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit quand on est Alors, comment on réagit D'abord, un enfant qui dit non à quelque chose dit oui à autre chose. C'est-à-dire que je pense que là, au lieu de focaliser sur ce non et sur pourquoi il n'adhère pas, essayons peut-être de savoir à quoi il adhère. Et ça, c'est déjà une clé pour désamorcer ce non à tout bout de champ. Cela dit, un enfant qui dit oui tout le temps, c'est quand même, je le plains ce pauvre enfant, parce que c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. C'est la crise d'ado qui va sentir mauvais dans quelques années. Alors probablement, et surtout, le non contribue quand même à la construction de la personnalité, et ça, il faut pas l'oublier. Peut-être que le non sera un peu moins un ennemi si on envisage les choses de cette manière. Par rapport aux règles, tu parlais des règles, Sandrine. Alors, dans la question de cet internaute, je perçois deux choses différentes. Les règles d'un côté et les routines de l'autre. Alors les règles, qu'est-ce que c'est une règle? Par définition, c'est quelque chose qu'on impose. C'est quelque chose que la personne va subir. Ne vous attendez pas, parents, à ce que vos enfants respectent les règles si elles leur tombent dessus comme un espèce de coup près, si ils sont obligés de les subir. Par contre, si on imagine l'éducation autrement, et c'est ce que la discipline positive enseigne justement, c'est-à-dire qu'on va investir l'enfant, on va impliquer l'enfant dans
l'élaboration de ces règles, et le fait qu'il collabore à cette élaboration va forcément Donc le en faire fait, coopérer. on le responsabilise un petit peu. On le responsabilise et surtout, on le fait appartenir à la Ouais. famille. On lui donne une place. On lui donne une place, exactement. Ce sentiment d'appartenance est fondamental parce que avoir sa place dans cette famille sans avoir à se battre pour la trouver va de toute façon désamorcer ces fameuses crises de nerfs. C'est très important. C'est vraiment central dans l'éducation. Revenons aux règles. Les règles, donc, si j'implique mon enfant dans l'élaboration de ces règles de vie, j'ai beaucoup plus de chances qu'il coopère. C'est exactement la même chose pour les routines, c'est-à-dire, j'entendais le brossage de dents, le coucher, etc. Donc tous ces rituels, effectivement, qui sont bien souvent compliqués dans les maisons. Eh bien, ces choses du quotidien, ces tâches du quotidien qu'on appelle les routines, ils peuvent tout à fait se mettre en place, pareil, sur le même principe, c'est-à-dire en coopération avec l'enfant, de façon à ce qu'il collabore lorsque ces routines-là arrivent et doivent être faites. Comment, par contre, c'est très joli tout ça. C'est ça. Voilà, comment est-ce qu'on met ça en place? Alors, la discipline positive propose un outil qui est très simple à appliquer, c'est ce qu'on appelle le temps d'échange en famille. Ou alors, plus communément, le TEF. Le temps d'échange en famille, ça consiste en quoi? On a des termes comme ça en discipline positive, le TEF. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de réunir sa famille autour de la table, ou alors, s'il n'y a pas de table, on la réunit sur le canapé. Et l'idée, c'est que chaque membre de la famille, d'abord, d'une part, soit présent, d'autre part, puisse participer à la discussion. Dans un premier temps, si on réunit la famille pour faire un TEF autour des règles de vie, j'appellerais ça plutôt le cadre, pour que ce soit un petit peu moins justement vertical, eh bien, c'est que chacun puisse exprimer quels sont les problèmes qu'il rencontre au quotidien dans la famille. D'accord. Alors, par exemple, moi, j'ai fait un TEF dans ma famille il y a quelques temps, et l'idée, c'était justement de répertorier un petit peu tous les problèmes qu'on avait, et l'un de mes enfants a dit, oui, j'en ai marre, je ne peux pas utiliser l'iPad quand je veux. Révolution. Problème très actuel en plus. Alors, on va lister tous ces problèmes. Pourquoi ne pas aussi nommer l'un des enfants qui saurait écrire pour répertorier un petit peu tous ces problèmes. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de jugement à ce moment-là. On écrit, on prend tout ce qu'il vient et on l'accepte. D'accord. Face à ces problèmes, parce qu'il faut quand même en faire quelque chose, on va essayer de faire ce qu'on appelle une recherche de solution dans le langage discipline positive. Cette recherche de solution, c'est la même chose. Elle va se faire en collaboration avec les enfants, où chacun va pouvoir essayer de proposer une solution. On peut en proposer une face à un problème, on peut en proposer plusieurs. Le tout, c'est d'en essayer une. Si elle ne fonctionne pas, eh bien, on en essaiera peut-être une autre. D'accord. Jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui convienne à tout le monde. D'accord. Ok ? Donc ça, c'est pour l'élaboration des règles. J'ajoute que à la règle, c'est très important d'y assortir une conséquence. C'est-à-dire, si on ne respecte pas cette règle, alors qu'est-ce qui arrivera ? Est-ce qu'on doit punir ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la discipline positive enseigne justement que la punition, c'est quelque chose qui peut marcher peut-être sur le moment. C'est sûr que si on met une gifle à notre enfant, peut-être qu'il se calmera sur le moment. Mais que se passera-t-il sur le moyen long terme ? On risque de provoquer une violence. On risque de provoquer une violence et surtout, on est dans un enseignement. C'est-à-dire que le parent, tel qu'il est, tel qu'il agit, enseigne à son enfant à être. Et si je rentre moi-même dans une espèce de violence en réponse à la violence de mes enfants, eh bien ce que je fais, c'est que je lui enseigne et j'alimente cette violence. Revenons en tous les cas aux règles et aux routines. Donc face à ces règles, c'est très important qu'il y ait une conséquence. Donc il faut qu'il la sache à l'avance. D'accord. Il faut que la conséquence, c'est très important, soit reliée à l'événement. Ouais. Donc voilà, on élabore une règle qui sera liée à l'utilisation de l'iPad. Si cette règle-là n'est pas respectée, alors la conséquence logique devra être reliée à l'utilisation de l'iPad. Je comprends. Il faudra qu'elle soit respectueuse également, c'est très important, le respect mutuel faisant partie intègre de l'éducation en discipline positive, et il faudra qu'elle ne soit pas démesurée. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'un coup lui interdire l'utilisation de l'iPad pendant toute l'année 2017. Je pense que ce ne serait pas très approprié. Et puis, il en sera de même pour les routines. C'est-à-dire que on va peut-être faire un nouveau temps d'échange en famille pour ne pas faire un temps à rallonge. Et lors de ce deuxième temps d'échange en famille, on va là lister les tâches du quotidien.
on se brosse les dents, on va se coucher, on va prendre sa douche, etc., etc., etc. Une fois qu'on aura répertorié l'ensemble de ces tâches, on pourra alors mettre en face des moments, choisir des moments le matin, des moments le soir pour effectuer ces tâches. Et là, c'est très important de laisser des choix à nos enfants. Oui, je comprends. Voilà, donc la douche, est-ce que vous préférez la prendre dès qu'on rentre de l'école? Est-ce que vous préférez la prendre après le dîner? Est-ce que vous préférez la prendre après les devoirs? Laissez un choix, et le fait de leur laisser le choix les rend libres à l'intérieur de ces règles. C'est très intéressant. De ces routines. Alors, juste pour revenir justement aux crises de nerfs dans les fameux magasins, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ignore? C'est le genre de trucs qui, franchement, nous foutent l'affiche devant tout le monde. C'est assez insupportable. Et on est stressé, quoi. On ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on doit relever son enfant? Quand on le quitte, on a l'impression que tout le monde nous regarde en disant « mais elle va l'abandonner dans le magasin » Qu'est-ce qu'on fait là, dans ce cas-là? Alors, les crises de nerfs, encore une fois, si on intègre que la crise de nerfs n'est qu'en fait une espèce une manifestation d'un trop-plein de tension. Et en fait, ce qui est en train de se jouer là, c'est que votre enfant, qui fera une crise de nerfs, est en train de vider son sac de tension. D'accord. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour mieux aborder ensuite la fameuse recherche de solutions. Donc dans ce cas-là, vous prenez un petit panneau avec vous et vous dites, voilà, mon enfant fait sa crise et c'est nécessaire. Je pense que c'est très bien. Juste Pourquoi aussi pour réagir par rapport à un commentaire là, que je vois affiché, c'est vrai qu'on a parlé de la gifle pour la punition. Bon, c'était vraiment un exemple et on est bien d'accord que la punition, on l'associe souvent à la gifle dans l'image, mais évidemment, il n'y a pas du tout de notion de gifle, etc. Oui. Et c'est très important ce que tu dis, parce que la gifle, elle peut être tout autant physique que morale, et qu'il y a des violences. Vraiment... Voilà. Alors, autre question qu'on a eue, en fait, c'est par rapport à l'agressivité aussi de nos enfants. Alors, on le voit souvent en crèche. Moi, ma fille était en crèche. Elle s'était fait mordre une fois par un enfant. Il y a des enfants qui mordent, qui griffent. C'est toujours assez impressionnant. Et là encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a deux positions, excuse-moi, mais à la fois quand notre enfant est victime finalement de cette agressivité, ou quand c'est notre enfant qui est agressif aussi, ça peut arriver. Oui, tout à fait. Quelle est-il? Alors, on appelle ça dans le langage discipline positive un comportement inapproprié, c'est-à-dire qu'il ne va pas répondre au code de la société. D'abord, donc derrière ce comportement inapproprié, je reviens à ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on parlait des émotions violentes, il y a encore une fois un besoin caché. D'accord. Comment désamorcer ce genre de comportement? En essayant de décoder quel est ce besoin caché. Est-ce qu'il s'agit d'un manque d'attention, d'un besoin d'appartenance, d'un problème aussi de compétence par rapport à ce qu'on attend de cet enfant à ce moment-là? En tous les cas, le fait de décoder ce besoin va nous permettre encore une fois d'y répondre et de désamorcer tout ou partie ce comportement inapproprié. D'accord. Alors justement, là, il y a aussi une remarque d'un parent qui est intéressante. C'est aussi une agressivité, là encore, qui n'est pas forcément physique, mais il peut y avoir une agressivité aussi verbale. Le fait de, effectivement, lever les yeux au ciel ou de juste tirer la langue par rapport à ses parents ou à d'autres enfants. Là encore, on prend exactement la même attitude. Absolument. On ne parle pas, quand on parle de comportement inapproprié, on ne parle pas essentiellement de comportement physique. D'accord. On parle d'un comportement inadapté aux circonstances, c'est-à-dire qui va être un petit peu débordant, qui ne va pas rentrer dans les cases de la société. J'ai envie de vous poser une question, de te poser une question, Sandrine, et à vous, internautes. Comment est-ce qu'on a l'habitude de réagir face à ces comportements inappropriés? Si un enfant mord ou gifle ou a un comportement, une émotion débordante, comment est-ce que nous, parents, est-ce qu'on a tendance à réagir? On est toujours un petit peu... d'abord, on est choqué, ça c'est sûr. Et parfois, le choc aussi, du coup, amène soit à une position de se dire j'ai rien vu aveugle, ou au contraire d'énervement et aussi de répondre à cette agressivité par l'agressivité, ce qui n'est forcément pas la bonne solution. Exactement. Et alors Sandrine, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que lorsqu'on est face à un comportement inapproprié, on a effectivement tendance à répondre par un comportement inapproprié. Or, je vous le disais tout à l'heure, on est dans un enseignement. Lorsqu'on est parent, on enseigne. On est modèle. Et c'est là que prend tout le sens du parent modèle. On est modèle pas parce qu'on doit se tenir parfaitement et être irréprochable, bien au contraire, mais modèle dans le sens où l'enfant apprend par l'observation.
Donc, l'enfant va observer notre attitude face à son comportement inapproprié. Soit on répond à la positive, c'est-à-dire que on va peut-être lui faire un câlin, on va peut-être lui expliquer comment est-ce qu'on peut se comporter, quel comportement dans cette circonstance on pourrait avoir. Essayer de l'orienter vers une recherche de solutions également. Qu'est-ce que tu pourrais faire autrement pour exprimer ta colère, ton mécontentement, etc. En tous des cas, l'aider à trouver cette solution et surtout l'enrober et lui montrer, lui enseigner quel comportement est-ce que je dois avoir à travers simplement le fait que nous soyons, nous, parents, dans cette attitude positive. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a un parent qui nous dit effectivement l'effet un petit peu miroir. C'est un peu ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça. L'enfant apprend par l'observation, par l'imitation, par mimétisme. Et c'est très important, du coup, de lui enseigner ses comportements adaptés à travers notre propre attitude. Voilà, donc il ne faut pas tirer la langue, les parents. Voilà. Non, on ne fait pas comme ça, les enfants. Non. Alors, dernière question importante aussi, là encore, c'est la fratrie. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des petits frères ou des grands frères, des petites sœurs, etc. Mais c'est pas toujours évident. Il y a de la jalousie, il y a beaucoup de disputes aussi entre frères et sœurs, où il y a des moments où en tout cas c'est plus compliqué. On a eu pas mal de questions sur ce sujet de parents qui étaient un petit peu angoissés et qui craquent. Ben oui, tout à fait. Et parce que je crois qu'en fait, on a très envie d'en prendre un et l'autre et de leur dire arrêtez, quoi. Mais c'est toujours très difficile. Tout à fait. Ben alors ça passe par effectivement le contrôle de nos propres émotions. C'est sûr que c'est pas évident. On n'aime pas voir nos enfants s'entretuer. On n'aime pas les voir avoir mal. Ça nous fait mal. Et on a tendance à surréagir également. Alors, d'abord, il faut quand même se dire quelque chose qui n'est pas simple à intégrer et à accepter. C'est que ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une même fratrie qu'on est obligé d'une part de bien s'entendre et on n'est pas obligé de s'aimer non plus. C'est très dur à entendre, mais c'est une réalité et il faut l'accepter. Je pense que du moment où on accepte ça, déjà on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à ces rivalités, ces disputes dans la fratrie. Il ne faut pas oublier quand même que les frères et sœurs partagent les mêmes espaces, la même chambre parfois, les mêmes parents, les mêmes frères et sœurs, les mêmes jeux. C'est quand même pas simple. Imaginez-vous, vous au travail, vous êtes assis sur votre chaise, vous avez votre propre bureau, d'un coup vous vous levez, et puis vous revenez, en allant chercher votre petit café, vous revenez avec votre café, et puis d'un coup quelqu'un est assis à votre place. Alors, d'un coup, on se demande quand même ce qui se passe, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait à ma place, celui-là ? Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe dans la maison, entre frères et sœurs. C'est pas simple, et il faut quand même se le dire. Par ailleurs, je crois que nous, parents, on a quand même une fâcheuse tendance à s'immiscer dans les disputes de nos enfants. C'est vrai. Parce que, encore une fois, c'est quand même compliqué à observer. Parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours aussi qu'on soit là pour être finalement le juge et d'essayer de... l'arbitre. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, je pense que c'est important de distinguer les disputes qui sont légères et les disputes qui sont graves. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit d'une dispute grave, c'est-à-dire que ça implique qu'il y ait de la violence physique, verbale, etc., là évidemment, il est peut-être question d'intervenir. Néanmoins, la plupart des disputes sont quand même très légères et que c'est là où je vous mets en garde, parents, et je pense que la meilleure des choses, c'est quand même de s'extraire de cette dispute. D'abord, parce qu'elle ne nous appartient pas. Ensuite, parce que rarement on est observateur, on a vu toute la scène et que du coup, si on s'implique, eh bien les enfants, qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Eh bien c'est qu'on prenne parti, très certainement, qu'on émette un avis. Or, comment émettre un avis si on n'a absolument pas assisté à la scène ? Parce que forcément, les enfants, s'il s'agit d'un frère et d'une sœur par exemple, eh bien chacun va pouvoir se sentir victime dans l'histoire parce que chacun voit les choses sous son prisme à lui et que c'est tout à fait légitime. Et alors, on ne peut pas prendre parti. On ne sait pas qui a commencé. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est l'autre ? Qui est coupable ? Et puis d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est toujours une recherche de solution. Les orienter vers cette recherche de solution de façon à ce que ça reste respectueux et qu'à la fois, chacun soit satisfait. Oui, je comprends. Et ça veut dire aussi que du coup, est-ce qu'on peut passer ces disputes en essayant de faire un jeu collectif ou de déplacer, j'ai envie de dire, contourner un peu le problème en se disant ok, on va retrouver une atmosphère plus sereine en essayant d'organiser un jeu collectif, ou au contraire, il vaut mieux les laisser chacun dans leur chambre en se disant ok, on fait calme, on fait une pause, on fait silence. Alors la pause, j'ai deux choses à dire par rapport à ce que tu évoques là. La pause, c'est très important. En effet, lorsqu'on est dans une colère notamment, on est incapable de régler un problème tout de suite maintenant. Il faut quand même accepter. Et d'ailleurs, ça peut tout à fait être élaboré dans le cadre de la maison dont on parlait tout à l'heure,
qu'on marque un temps de pause. On appelle ça dans le langage discipline positive le temps de pause. Ouais. Ce temps de pause, c'est simplement une respiration. C'est que quand on est en colère, on ne peut pas maintenant tout de suite régler un problème parce que de toute façon, on n'y arrivera pas parce qu'on est submergé par nos émotions et qu'elles prennent le dessus par rapport à la raison qui nous aidera, elle, à trouver une solution. Je comprends. Donc, c'est très important de respecter cette pause qui peut, soit dit en passant, durer plusieurs heures, plusieurs jours. Ça se respecte. Pourquoi ? Parce que c'est tout à fait appréciable de voir un enfant s'extraire, parce qu'il se connaît et qu'il sait que s'il s'extrait, c'est qu'il a besoin de ce temps et qu'il n'est pas capable pour le moment de trouver une solution. Ça peut durer plusieurs jours et c'est très bien. C'est qu'il se connaît et vous devez d'ailleurs l'encourager à ce genre de démarche. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la dispute, il me semble, c'est quelque chose, si elle existe, c'est qu'elle a lieu d'être. D'accord. Et si la dispute se manifeste, c'est probablement qu'elle est là pour faire avancer quelque chose. D'accord. Il faut respecter ces disputes et il faut les laisser avoir lieu. Zen. Voilà, par exemple. Alors, autre sujet aussi entre frères et sœurs, c'est la jalousie. C'est pas facile de faire les choses équitables. Alors moi, je suis un petit peu spéciale. Du coup, j'ai contourné le problème. Je n'ai qu'un enfant, donc c'est assez simple. C'est une solution. Voilà, quand je fais un cadeau, forcément, il n'y a pas de jalousie entre les frères et sœurs. Mais on voit bien qu'il y a forcément des questions. C'est vrai que, par exemple, sur un anniversaire, on voit toujours un peu la tête du petit frère ou de la petite sœur qui n'a pas eu de cadeau parce que c'est pas son anniversaire. C'est difficile à gérer. Les câlins, on a toujours l'impression d'en donner trop à l'un et pas assez à l'autre. Et du coup, il y a forcément un peu de jalousie entre les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on fait aussi ? Alors, moi j'ai envie de te renvoyer une question. C'est est-ce que l'équité est indispensable ? L'équité, on ne sait pas trop où elle est de toute façon, donc c'est compliqué. Absolument, c'est compliqué et surtout ça peut générer des sentiments d'injustice. Et finalement, en voulant rassurer un enfant, faire plaisir à un enfant parce que ce n'est pas son anniversaire, alors on va quand même lui offrir un plus petit cadeau parce que c'est quand même pas son anniversaire, faut pas exagérer. Donc un cadeau plus petit, mais quand même un cadeau. Et finalement, je pense que ce n'est pas profitable. On n'est pas obligé d'être toujours équitable. Un enfant, eh bien, si c'est son anniversaire ce jour-là, ce n'est pas l'anniversaire de son frère, c'est le sien. Et ça doit être accepté. C'est aussi une manière d'apporter à l'enfant une gestion de ses frustrations. C'est à ce moment-là que les frustrations se mettent en place et c'est à ce moment-là que leur apprendre à les gérer peut intervenir. Juste aussi une dernière chose, c'est vrai aussi que finalement on a tendance à oublier que nous-mêmes on était enfants. Moi je sais qu'avec ma fille par exemple, je reprends souvent des exemples en lui disant je comprends ce que tu vis, je sais que c'est pas facile, alors je suis pas la mère modèle, loin de ça, mais simplement c'est vrai que je me mets en situation et je lui dis toujours mais moi aussi j'ai vécu ça, et je crois que ça lui fait du bien en fait, elle aime bien quand j'en parle. Ça aussi on peut partager tout simplement nos souvenirs aussi. Tout à fait. Pardon, elle en tousse. J'en tousse. Je fais un peu d'asthme, je m'excuse. La pauvre. Alors, simplement, ce que tu dis est très important parce que ce que tu fais là, c'est que tu valides l'émotion de ton enfant. Et le fait de valider son émotion, c'est quelque chose de très rassurant. Et ça lui permet d'être légitime dans cette... Elle en pleure, la pauvre, oui, ça va. Je suis désolée. Oh, respire un coup. C'est quand même très émouvant ce qui se passe là. Mais... effectivement, ça permet de légitimer ce qu'il ressent. Et c'est très important parce que souvent les émotions fortes, violentes, comme on en parlait tout à l'heure, sont assorties d'une certaine culpabilité. Qui plus est dans les fratries, où on intègre qu'on doit aimer son frère, on doit bien s'entendre avec sa sœur. Mais ce n'est pas la réalité. Donc le fait de laisser place à ces émotions et de les valider, de dire je comprends ce que tu vis, c'est quelque chose de très sécurisant pour l'enfant. Super, écoute Ève, je crois qu'on a plein de petits bons conseils et d'astuces pour pouvoir affronter la dure vie, la jungle de la vie d'un parent. Merci pour toutes ces petites astuces. Donc vous retrouverez sur la page Facebook des dates de formation que tu vas assurer sur Paris. Donc voilà, puisque Ève est formatrice donc en discipline positive, je le rappelle. Et puis également, tu pourras animer une page sur 0+0 et les parents, vous pourrez poser des questions et on fera d'autres nouveaux lives avec grand plaisir. D'ailleurs, j'annonce demain, donc même heure, vendredi 13 à 13h, attention, qu'on fera un live avec une pédopsychologue pour parler de 2 sujets donc, qui sont vraiment des sujets énormissimes, l'alimentation
Et puis l'autre sujet qui est, je l'ai oublié, le sommeil. Voilà, le sommeil des enfants. C'est un vaste et grand sujet. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo sur Facebook, à parler de nous de 0+0 et de l'application mobile que vous retrouvez sur l'App Store et Google Play et tout ça gratuit. Merci encore à vous. Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir. À bientôt. Ciao.